Nous sommes au-dessus des orgues d'Île-sur-Tête, une invitation au voyage entre Grand Canyon aux États-Unis et Cappadoce en Turquie. Un univers minéral, presque lunaire. Le décor peut surprendre. Paysage éphémère, façonné, sculpté patiemment par le temps et l'érosion. Ces colonnes de sable et d'argile ont évolué au fil du temps, mais un jour ou l'autre, ces merveilles de la nature disparaîtront. Beauté fragile. Nous sommes dans le département des Pyrénées-Orientales, au sud de la région Occitanie. Près de 500 000 habitants dans un territoire entre mer Méditerranée et massif des Pyrénées. Le pays catalan vit au rythme des saisons, un lieu qui a connu son essor dans les années 60 avec la création de cités balnéaires et la construction de ports de plaisance. Une bonne fortune qui connaît quelques revers. Avant, la plage arrivait au dernier rocher, ce qui représente 60-70 mètres. Sur la côte, la mer avance et sur les hauts plateaux, les fleuves débordent et la route s'effondre. Ici, il faut s'imaginer qu'au moment de Gloria, tout le massif là, se met en mouvement et vient littéralement exploser la route. Dans le Roussillon, les enjeux sont multiples et les Catalans tentent de trouver des parades aux nombreux fléaux qui s'abattent sur ce territoire où l'eau fait régulièrement la preuve de sa puissance. Ici, les Pyrénées s'offrent une sortie vertigineuse. Un saut de plusieurs dizaines de mètres dans la mer. Des versants abrupts qui constituent une large portion de la côte rocheuse. Depuis la frontière espagnole et sur une vingtaine de kilomètres, le littoral catalan alterne caps, criques sauvages et plages. Nous sommes sur la côte Vermeille, dans l'un des endroits où, pour la première fois, une réserve marine protégée a été créée, de Cerbère jusqu'à Banyuls-sur-Mer. C'était en février 1974. Didier Fioramonti est photographe pour la réserve. Et l'une de ses missions qui lui tient le plus à cœur, c'est de sensibiliser les plus jeunes à la protection des fonds marins. À partir des années 50-60, le tourisme, les congés payés, donc les gens étaient payés pour partir en vacances, donc il y a eu plus de monde de partout. Plus de monde, plus de pression, plus de pollution. Et puis aussi, ça a été le début de la pêche industrielle. À peine une dizaine d'années, on a vidé nos océans d'à peu près 90%. Tous étudiants en BTS Gestion et Protection de la Nature, ils n'imaginent pas les pressions subies par les pionniers de la réserve marine. Mais c'est pas comme aujourd'hui, parce qu'à l'époque, quand vous créez une réserve, c'est-à-dire que vous allez mettre des restrictions sur plein d'activités. Mais autrefois, les agents de la réserve marine, ils étaient menacés. On leur crevait les pneus, on rayait les voitures, ils étaient menacés de mort. Alors que maintenant, le travail qui a été fait depuis bientôt 50 ans a été accepté par tout le monde. On met en place des réglementations, on met plutôt des aménagements. Mais on les met les aménagements avec vous, tous les usagers de la mer. De la théorie à la pratique, il n'y a que quelques milles. Direction le cap Rédéris. Au total, la réserve marine s'étend sur plus de 650 hectares. Ici, interdiction de jeter l'ancre pour éviter d'abîmer les fonds. Il faut s'accrocher à une bouée. Ça va? Oui, c'est bon. Allez, magnifique. Des fonds d'une beauté retrouvée, un baptême du feu idéal pour les étudiants de Carcassonne.
Quand on plonge dans un petit paradis, parce qu'il y a toujours des choses à voir. Sur tous les niveaux de la chaîne alimentaire, on trouve une multitude d'espèces. Sur la réserve, on a répertorié environ 1200 espèces animales et près de 500 végétales. Un aquarium naturel où le mérou a bien failli disparaître. À la création de la réserve, nous avions, en 1974, nous avions environ 10 mérous. 10 mérous, c'est vraiment pas beaucoup. Et sachant que le mérou, c'est l'animal qui est au-dessus de la chaîne alimentaire. Sur les derniers comptages, nous avons 628 mérous. Ça nous donne une indication d'un site et d'un milieu qui est assez en bonne santé. L'autre attraction de la réserve et des eaux méditerranéennes, ce sont ces coraux blancs, très fragiles. Et les gorgones blanches, c'est des espèces qui sont fixées sur les rochers. Donc il est important que sur les sites de plongée, les plongeurs n'aillent pas mettre de coups de palme pour les abîmer. Déjà sensibles aux questions environnementales, ces étudiants prennent plein les yeux. Une plongée dans leur futur métier d'ange gardien de la nature. C'est là qu'on voit que quand on protège, on arrive vraiment à avoir des résultats de densité de poissons, de taille de poissons, de poids de poissons, de variété d'espèces vraiment importantes. 5 agents à l'année et des résultats saisissants à l'image de ces fonds sous-marins. C'est un travail de rêve. Protéger et d'avoir ce genre de résultats, c'est pas comparable. C'est le plus beau métier du monde. Le petit paradis de Didier et des agents de la réserve courent jusqu'à Argelès-sur-Mer, où démarre la côte sableuse. Des plages qui s'étendent sur près de 34 km jusqu'au Languedoc, la région voisine. Des 6 stations balnéaires qui jalonnent le trait de côte, on aperçoit le massif du Canigou. Et juste derrière la dernière falaise, le Racou, le recoin en catalan. Au cœur de l'hiver, ils sont peu nombreux à profiter du lever de soleil. L'endroit est quasi désert. Anne Guillot, elle, y vient chaque week-end ou presque. Oui, c'est le paradis ici, effectivement, parce que, regardez, cette mer, c'est totalement hypnotique. Hypnotique de l'avoir changée tout le temps. Là, elle est vert-gris, et des fois, elle est bleue, le soir, elle est rose. C'est le lieu des premières fois pour plein de personnes. C'est une plage qui est très aimée des Catalans, c'est une plage familiale, et pour les Racouniens et pour ceux qui vivent là, les premières fois, oui, c'est les premiers interdits, ça va de la cigarette à tout ce que l'on peut inventer comme interdit, je vous laisse libre. Le Racou, c'est d'abord une histoire de cabanes et de pêcheurs. Ces cartes postales nous offrent un voyage dans le temps. Au début du XXe siècle, les cabanons sont en roseau. Puis ce sont les premiers bains de mer, les premières fêtes. Les congés payés de 36 amènent leur lot de touristes. Mais le Racou, c'est aussi l'expression d'une envie de liberté et d'indépendance avec la création de la commune libre du Racou. Une rébellion qui se poursuit de génération en génération. Anne, comme son père avant elle, défend sa maison des coups de mer qui, en hiver, sont très fréquents. Comme ici, en février 2021. Pas très esthétique, ces sacs. J'aimerais que ça puisse être esthétique et que je n'ai pas une protection aussi dérisoire à mettre en place. Mais voilà, faute de mieux, parce que ça fait partie des choses absolument incroyables. Mais le Racou, qui est une plage qui est adorée de tous les touristes, adorée de tous les Catalans, n'est pas protégée. C'est la plage où les gens trouvent un petit coin différent parce que c'est pas aussi bétonné qu'ailleurs sur la côte. Donc il y a une attache très forte et cependant, aucun maire ne s'est intéressé à le protéger. J'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est dérisoire.
Au Racou, elle n'est pas la seule à pester contre la passivité des autorités. L'un de ses voisins, Michel Guihu, depuis près de 30 ans, plaide la cause des propriétaires qui paraissent bien désemparés. Oui, comme vous voyez, toutes les maisons du Racou sont barricadées. Ici, vous voyez, il y a des plots protection en contreplaqué marine. D'autres maisons mettent des protections en métal tout le long de la plage. Donc ici, vous avez un nouvel exemple de maison barricadée dans l'attente de la prochaine tempête, avec des planches, tout simplement. De l'autre côté, c'est des fermetures métalliques, des portes et des fenêtres, en attente du prochain coup de mer. Il va forcément arriver. Oui, ce n'est pas fini. Les coups de mer, c'est jusqu'à Pâques, hein, pratiquement, ça peut arriver. Donc avant, vous voyez le dernier rocher, la plage arrivait au dernier rocher, ce qui représente 60-70 mètres de moins. La plage a aussi perdu 2 mètres de sable sur sa hauteur. Elle ne joue plus vraiment son rôle protecteur. Alors il y en a qui ont mis des sacs pour essayer de protéger, mais c'est symbolique, je pense. C'est extrêmement symbolique. Le hameau du Racou compte 90 maisons. Des maisons secondaires qui ne sont occupées que 3 ou 4 mois dans l'année. Oui, alors il y a 3 petites ruelles comme ça qui se trouvent parallèles au rivage, qui sont extrêmement vivantes pendant l'été. Autrefois, les gens faisaient des barbecues, invitaient les amis, les voisins. C'est ce qu'on appelait le paradis du Racou, mais que les journaux ont appelé comme ça, c'est sûr. Mais aujourd'hui, ce n'est plus trop le paradis. Aujourd'hui, c'est l'attente d'un prochain coup de mer qui nous inquiète. Oh, il y a, je crois, une seule personne qui vit à l'année ici, c'est tout. Tout est fermé pendant l'hiver, à part crainte des coups de mer. Les propriétaires qui ont leur logement en 2e ou 3e ligne se croient à l'abri. Leur seule protection, ce sont ces bâtards d'eau qui sont censés éviter tout risque d'inondation des rez-de-chaussée. Ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'ils pensent que ce n'est que la première ligne qui risque d'être détruite. En fait, c'est tout le village, c'est-à-dire la mer arrivant jusqu'à la route principale, c'est 3-4 lignes de maisons qui vont un jour ou l'autre disparaître. Soit à cause d'une tempête, soit plus probablement par une expropriation par le préfet. Pour le moment, il n'est pas question d'exproprier qui que ce soit. Mais Michel imagine tous les scénarios possibles. En attendant, dès que l'automne et ses premières pluies approchent, il protège au mieux sa maison. On a même barricadé le portail pour empêcher l'eau de rentrer quand elle contourne la maison et s'étale tout le long du parking. Donc nous rentrons par derrière en hiver et vous verrez le chantier qu'il y a. Depuis qu'il a créé son association, Michel récupère et collectionne tous les documents qui montrent l'évolution du Racou. Ici, c'est une photo justement des années 60, 60-65, avec une plage beaucoup plus large. Et ici, vous avez 3 maisons qui ont été détruites par une tempête dans les années 82, 88 et 96. Dans la Seconde Guerre mondiale, il y avait 1 à 2 rangées supplémentaires de maisons qui se trouvaient ici, qui ont été détruites par les Allemands parce qu'ils craignaient un débarquement sur les côtes du Racou, étant donné que la pente d'estran est très importante et que le navire pouvait arriver beaucoup plus tôt. Dans le salon, on comprend vite que l'ennemi désormais, ce sont les vagues et les tempêtes hivernales. Donc voilà le chantier en hiver. Des tempêtes, cette maison en a connu. L'eau est arrivée jusqu'ici, le frigidaire a flotté par-dessus. C'était en 97, décembre 97. La mer est passée par-dessus la maison. Là, il y avait toutes les maisons du Racou ont été extrêmement abîmées. Là, c'était l'année maximale. 16 et 17 décembre 97, sur tout le littoral du Roussillon, des vagues viennent taper les villas les plus proches de la mer. L'eau s'infiltre partout. La tempête de 97 sera suivie d'une dizaine d'autres. Mais pour quelle raison le quartier est-il si vulnérable? Pour Michel et les propriétaires du Racou, un seul coupable, le port d'Argelès-sur-Mer. Avec le changement climatique, ça va certainement s'accélérer. Il faudrait peut-être que les collectivités locales et l'État assument ses responsabilités dans la construction du port d'Argelès qui se trouve 400 mètres au nord.
Le port de plaisance, le voici. Inauguré en 89, il peut accueillir 800 bateaux. Un petit village avec ses logements et ses commerces. Ce port bloque les transits littoraux qui viennent du nord et les envoie au large, provoquant une érosion de la plage. Comment expliquez-vous que les plages d'Argelès se soient élargies et que seule la plage du Racou se soit érodée de 60 mètres? Il y a eu sur la côte occitane une multiplication des digues portuaires, des ports, des ouvrages portuaires, des constructions diverses et variées. Actuellement, on en dénombre sur la côte occitane 26 ports, 376 ouvrages en mer. Tous ces ouvrages ont perturbé les transits sédimentaires, perturbé les apports dans les plages et provoqué des érosions dans les plages voisines. Au Racou, les effets sont visibles. Le quartier est désormais en sursis. Dans l'avenir, certainement, l'augmentation du niveau marin jouera un rôle. Mais dans la responsabilité et dans les causes qui ont provoqué l'érosion de la plage du Racou, ce n'est pas le réchauffement climatique qui est l'élément majeur, c'est le port. L'accusation est-elle fondée? Nous sommes allés interroger Raphaël Certain. Depuis une quinzaine d'années, le géomorphologue ausculte le littoral du Roussillon. Alors partout où il y a des ports, le sable va s'accumuler d'un côté du port et va ne plus bénéficier à l'autre côté du port. C'est ce qui se passe au Racou, où le sable va être maintenu du côté d'Argelès et ne va plus arriver du côté sud sur la plage du Racou. Tous les secteurs qui sont sous l'influence des ports qui ont été créés dans les années 70 sont des secteurs qui sont aujourd'hui très menacés par l'érosion, avec des vitesses d'érosion qui sont quasiment d'1 mètre par an. Il va vraiment falloir avoir une réflexion sur les prochaines décennies en intégrant ce changement climatique pour savoir ce qu'on veut faire de ces sites. Les autorités vont-elles tout faire pour défendre ce quartier qui appartient au patrimoine catalan? A priori non. Michel Guillu a débusqué un projet qui risque de compromettre encore plus l'avenir de son coin de paradis. Ce projet est très vieux, mais il vient de ressortir de terre parce qu'une société de Montpellier propose donc, nous le voyons sur ce schéma, l'extension du port vers le sud, c'est-à-dire le bassin portuaire, les constructions, le Racou se trouvant ici. Donc à terme, c'est la disparition du vieux village du Racou et le remplacement par une promenade ou autre. Cette accusation est-elle fondée? Nous sommes allés interroger le maire d'Argelès-sur-Mer. Évidemment, quand on en est là, eh bien, on cherche un coupable. Alors, je peux vous dire que le maire d'Argelès-sur-Mer, s'il est maire, c'est parce qu'il adore sa commune et il adore particulièrement le Racou. Et s'il pouvait faire quelque chose pour protéger le Racou au maximum, il le ferait. D'ailleurs, il fait tout ce qu'il peut. Simplement, le problème est drôlement ardu. Ce que nous propose la nature aujourd'hui est très difficile à contrer. Lors de cet entretien, il dément le prolongement du port, mais il ajoute que c'est un dossier à l'étude. Il est évident que si l'extension du port, si elle voit le jour, un jour, venait à compromettre davantage encore la plage du Racou, eh bien, il n'y aurait pas d'extension du port, tout simplement. Nous n'extendrions le port qu'avec la certitude qu'il n'y aurait aucune incidence, aucune, sur le site du Racou et toutes les zones humides qui l'entourent. Les ports de plaisance, un levier économique puissant dans la région qui vit depuis les années 60 du tourisme balnéaire. Des espaces sauvages, il ne reste que ce musée à ciel ouvert avec quelques cabanes de pêcheurs. Un souvenir qui rappelle que d'un désert, la mission Racine a construit dans les années 60 un projet pharaonique. Sous l'impulsion du général de Gaulle, des stations balnéaires naissent sur les côtes du Languedoc-Roussillon. Dans le département des Pyrénées-Orientales, 2 villes sont choisies, Barcarès et Saint-Cyprien. L'urbanisation explose. Voici la région en 1950. La voilà, en 2021, elle est beaucoup plus urbanisée. La mission Racine, qui a maintenant 50 ans, a décidé de faire accéder aux loisirs de la plage un maximum de monde. C'est ce qu'on a appelé le tourisme de masse. Il a fallu donc construire des ports, construire des logements, construire des hôtels. Aujourd'hui, nous devons, en tirant les leçons du passé, continuer à avoir ce développement économique, mais de façon beaucoup plus responsable et beaucoup plus respectueuse de l'environnement.
Un héritage difficile à gérer parfois. Avec le climat qui devient fou, la mer est de plus en plus rebelle. Tous ces travaux récurrents. Bonjour les gars, ça va? Lorsque nous avons mis ces ganivelles, j'ai eu une levée de bouclier de l'ensemble des riverains qui m'ont dit voilà, que je portais atteinte à l'image et à la valeur patrimoniale des maisons, que les locataires ne voudraient plus venir, qu'on ne pouvait plus accéder à la plage, qu'il fallait escalader. Voilà. Et quelques semaines après, il y a eu un coup de mer et là, au contraire, ils m'ont remercié. Ici, on essaie de trouver de nouvelles parades contre les tempêtes hivernales. Dans le Roussillon, les élus expérimentent un nouveau dispositif mis au point par Wavebumper, une start-up du Pays Basque. Elle crée ces structures amovibles. Au printemps, ces blocs seront retirés et stockés dans un hangar en attendant le retour des tempêtes. Saint-Cyprien et Canet-en-Roussillon sont les premiers à installer ces nouveaux modules. Ce jour-là, la météo annonce une nouvelle dépression. Les techniciens doivent faire vite. Grâce aux engins, les modules en béton sont alignés aux endroits les plus vulnérables de la promenade. Comme on le voit sur cette animation, ce dispositif innovant permettrait d'absorber une partie de l'énergie des vagues qui pourraient déferler avec moins de force sur la digue promenade. Quand il y a un coup d'est, les vagues viennent se briser jusqu'ici. Ça protège contre l'eau qui passe par-dessus. Et à la fois, quand il n'y a pas de coup de mer, qu'il y a simplement du vent, ça évite au sable, il est retenu par le muret et retourne naturellement sur la plage. Ça évite de rentrer à l'intérieur des zones urbanisées. La ville dépense en moyenne 30 000 € par an pour une cinquantaine de blocs. L'expérience, si elle est concluante, pourrait se développer sur l'ensemble du littoral. Mais il y a urgence. Pierre Méricault en est conscient. Avec la hausse du niveau de la mer, il va être de plus en plus délicat d'utiliser les enrochements ou les épis, désormais obsolètes. Pourquoi vous ne mettez pas des épis ici? Parce que c'est une belle connerie. On a vu le résultat. On met des épis, on paye avec de l'argent du contribuable et ça continue à creuser à l'intérieur, ça n'a aucune efficacité. On a essayé d'autres méthodes aussi, comme le rechargement avec du sable qu'on a amené d'ailleurs. On met des milliers et des milliers de centaines de milliers d'euros pour recharger. Et de nouveau, 2-3 ans après, c'est de nouveau bouffé à l'endroit. Je crois que à ce niveau-là, ça n'a pas été traité au fond. Et pour traiter au fond, je pense que c'est pas en mettant des épis, en perturbant encore les courants, que ça va être efficace. Relocaliser les gens, ça nous paraît très difficile vu la densité. Aujourd'hui, on a des zones qui sont devenues inconstructibles sur l'ensemble des plaines du Roussillon pour des problèmes d'inondation. Donc aujourd'hui, l'ensemble de ces gens-là, si on devait les relocaliser déjà, ça serait des sommes à débourser que l'État ne pourrait pas assurer. Et les relocaliser ou sur des zones inondables, ça paraît assez utopique d'aller dans ce sens-là, je pense. Dans l'arrière-pays, les sites de repli ne sont pas si nombreux. Les Pyrénées-Orientales sont traversées par de nombreux fleuves et cours d'eau qui débordent régulièrement. Pour nous rendre sur les hauts plateaux, nous remontons le Tech, le fleuve qui nous emmène vers Amélie-les-Bains. Pour dominer la ville située au fond de la vallée, il faut grimper jusqu'au calvaire de Montbolo, 377 mètres au-dessus de la commune. Un autre panorama s'offre alors à nous. Bertrand Le Martinel est géographe. Universitaire, il a passé une partie de sa carrière à travailler sur une page dramatique de l'histoire locale. Un événement passé quasi inaperçu à l'époque. Alors là, on arrive sur un point de vue absolument magnifique, qui était beaucoup moins magnifique en 1940, avec la montagne sur laquelle il a plu une quantité énorme d'eau, 1000 mm à peu près pour ce qui a pu être enregistré. Un record et un déluge qui va durer 4 jours. Évidemment, des versants fragiles qui ont lâché, qui se sont effondrés. L'eau a trimballé les alluvions, les cailloux, les rocs jusqu'à Amélie. Le niveau est monté et toute la ville, toute la basse ville a été dévastée. Voici de rares images de la crue tournée en octobre 1940. Le Roussillon vient de subir la plus grave catastrophe. La rivière du Tech, transformée en torrent, a ravagé villes et villages. Arles-sur-Tech,
Perpignan, Palalda, Amélie-les-Bains sont dévastés. Le pays catalan est frappé de plein fouet. 57 victimes en France et au moins 400 du côté espagnol. Dans toute la campagne, un spectacle de désolation infinie s'étend. Dans les décombres emportés par la crue, les pauvres gens sans abri recherchent les misérables restes d'un foyer détruit. 1 milliard de dégâts, des victimes, des milliers d'hectares dévastés, tel est le bilan de cette catastrophe, l'une des plus terribles qui ait jamais frappé les Pyrénées-Orientales. En 1940, le fleuve s'est rehaussé probablement jusqu'au niveau des digues. Là, de tout le fond de vallée, ce qu'on appelle le lit majeur, a été envahi de cailloux et à des endroits où ont été construites postérieurement des immeubles. Face au bruit assourdissant de la crue, le silence des médias de l'époque est frappant, mais il s'explique. On en parle peu, les journaux locaux l'ont beaucoup évoqué, mais il ne s'agissait pas de démoraliser trop la nation. À un moment où, forcément, les armées avaient été dévastées par l'avancée allemande, on a essayé certainement de limiter l'impact de la catastrophe. Le scientifique a étudié cet événement sous toutes les coutures, avec une question récurrente. Et si une tempête comparable à celle de l'Eigat frappait à nouveau? Ça se reproduirait probablement de manière aussi intense, mais il faut un certain nombre de conditions réunies. Et toutes les conditions ne sont pas systématiquement réunies, c'est-à-dire la pluie sur l'amont, des éboulements et évidemment un transit d'eau considérable. En octobre 1940, le cocktail est explosif. Bertrand Le Martinel a retracé la course folle de la rivière, qui n'en est plus une. Certains témoins parlent de vagues gigantesques, d'un mini-tsunami. L'eau est évidemment arrivée ici, passé les toitures d'Amélie-les-Bains et a charrié des débris, évidemment, dans toute la vallée, et ce jusqu'à la mer. Très impressionnant hein, d'imaginer sur 30 ou 35 km le déplacement de masses pareilles d'alluvions et de blocs. Amélie-les-Bains doit sa bonne fortune à ses eaux thermales, des eaux providentielles, mais le géographe sait qu'elles peuvent encore semer le chaos. On est dans une situation, là on domine évidemment le Tech, on a une idée de la puissance du fleuve, d'abord parce qu'il est capable de creuser des roches qui sont extrêmement résistantes, et puis d'autre part parce qu'il promène des blocs qui sont d'une taille absolument considérable. L'Eigat de 1940 est un phénomène qui intervient a priori tous les 100 ans. Mais ces dernières années, la rivière a grondé à plusieurs reprises. Coup de semonce et premiers effets du changement climatique sur ce type d'événement amené à se reproduire. Dans le département, ce n'est pas le seul cours d'eau qui peut se transformer en torrent, puis en crue dévastatrice. Déjà en 1940, la Glie et la Tête, situées plus au nord, avaient débordé. Pour contenir leur colère, on imagine alors des barrages. Impossible sur le Tech, les élus inaugurent en 1976 le barrage de Vinça sur la Tête. Un lac artificiel de 5 km de long qui peut contenir jusqu'à 25 millions de mètres cubes d'eau. Deux objectifs: permettre aux agriculteurs locaux d'irriguer leurs terres en cas de sécheresse et surtout éviter certaines crues. Alors un événement de 1940, c'est un événement dit extrême. On n'a pas encore connu le barrage de Vinça et s'il se reproduisait, le barrage serait très vite plein et il aurait une capacité d'écrêtement relativement réduite. Autrement dit, un événement type 1940 produirait quasiment les mêmes dégâts que ça a été fait à l'époque. C'est-à-dire qu'il ne sert à rien. Ah, c'est vrai qu'il ne sert à rien, non, parce qu'il temporise la crue, il a quand même un effet atténuateur. Par contre, effectivement, la crue de 40 a un volume tel qu'effectivement le barrage sera à capacité réduite très rapidement. On n'a pas envie d'être là pour voir ça, mais ça se reproduira. En janvier 2020, le scénario de la crue de 1940 a bien failli se répéter. La
tempête Gloria frappe les Pyrénées. Côté espagnol, 4 morts. Aucune victime en France, mais les Pyrénées-Orientales sont sévèrement touchées. Territoires inondés, dégâts importants, surtout sur les plaines du Roussillon. Les fleuves débordent de toutes parts et rappellent que le département est situé en grande partie en zone inondable. Donc ces arbres-là ont été emportés par la crue suite à la tempête Gloria en janvier 2020. Certains ont été déracinés, transportés sur plusieurs centaines de mètres et se sont bloqués pour former ce qu'on appelle des embâcles, c'est-à-dire un amas de bois, de détritus. Tout au long de la rivière, la crue laisse des traces. La crue était à peu près 3 mètres au-dessus de nos têtes ici et 6 mètres par rapport au fond du lit. La tête a atteint à cet endroit à peu près 1300 mètres cubes. C'est 1300 fois ce qu'on peut avoir en ce moment. Des chiffres qui montrent la violence des éléments. Et elle a débordé en rive gauche et en rive droite et a inondé les villages qui se trouvent juste à côté d'ici. Des personnes ont été évacuées. Un an après les inondations, les travaux de nettoyage se poursuivent. Le chantier est titanesque, mais impératif. Des moyens à la hauteur des enjeux, mais l'entretien des berges ne suffit pas. Si on laisse faire la nature, on n'est pas à l'abri qu'à une prochaine crue, d'autres embâcles se forment à ce niveau et provoquent des débordements beaucoup plus importants. Ils ne sont pas les seuls à redouter la récurrence de ce type de phénomène. Il suffit de longer la tête, ce cours d'eau qui épouse le relief qu'elle traverse. Juste à côté, il y a la nationale 116. 100 km de bitume qui court de la plaine littorale jusqu'à la frontière espagnole. C'est Jean-Hugues Voss qui supervise tous les travaux sur cette artère. Un travail de longue haleine. La nationale 116, axe majeur du département, cordon ombilical, on a coutume de le dire, mais c'est vraiment ça, économique et touristique, est longée par la rivière La Tête sur plus de 30 km. Et rivière Tête qui, en cas d'événement comme Gloria, peut mettre gravement en danger, voire générer des dégâts qui nous obligeraient à couper la route, puisque le talus routier pourrait être emporté par la rivière. Donc nos ouvrages sont là pour éviter tout cela, mais on a bien vu sur Gloria que les ouvrages pouvaient être mis en danger. Seule parade, renforcer tous les points où la rivière menace la route. Alors je vous emmène ici tout simplement parce que suite à Gloria, on a 15 km de route qui menacent d'être détruite. Un hiver de pluie, en moins de 72 heures, la rivière se transforme en crue torrentielle. La rivière est venue ici creuser de 5 mètres de profondeur son lit et s'élargir ici, casser tout ce qu'il y avait sur les côtés. L'eau dévaste certaines infrastructures qui protègent la route. On est intervenu en urgence pour reconstruire, stabiliser les seuils, reconstruire celui du Soleil et stabiliser celui-ci, sur lequel on est en étude pour les travaux définitifs qui interviendront à partir du mois de juillet. Quand il prend la nationale 116, Jean-Hugues Voss voit tous les chantiers qui ont déjà été réalisés et ceux à venir. Au total, bout à bout, ce sont près de 8 km de filets qui ont été installés sur les flancs de collines. On voit que si on ne travaillait pas à anticiper les chutes de blocs, on est sur des secteurs vraiment très, très sujets à ces petits blocs qui tombent, petits ou gros d'ailleurs. Et on serait régulièrement amené à avoir des blocs sur la route. Et donc on a de gros chantiers de mise en place de filets ou d'installations pour sécuriser la route, pour toujours pareil, la sécurité des usagers et bien entendu aussi de nos agents en intervention. Après des tempêtes aussi violentes que Gloria, il faut identifier tous les secteurs les plus à risque, les zones les plus instables. Et ils sont nombreux sur cette route enclavée au fond de la vallée du Cadí. Jean-Hugues Voss nous emmène au fort de Liberia. Construit par Vauban sur un éperon rocheux, il domine la route.
On voit ici la nationale 116 qui borde la citadelle de Villefranche-de-Conflans, mais surtout qui est surplombée par ce massif et avec des zones où des blocs peuvent se décrocher et atteindre la route, voire la citadelle. Alors, on a une équipe là, qui intervient sur cette falaise, là, principalement, pour mettre en place des systèmes de protection, filets, ancrage, en vue d'interdire des chutes de blocs et surtout interdire leur arrivée sur la route. Une mission à haut risque. C'est l'équipe de Geoffrey Pujol qui se charge de ce chantier. Ils sont une dizaine de cordistes rompus à ce type de travaux plutôt risqués où il faut ouvrir l'œil. Là, on peut observer que le caillou il menace de tomber. Donc nous, on va intervenir pour sécuriser tout ça. Une sacrée faille et du coup, nous, on vient pour traiter ça et éviter que ça tombe en bas. Donc ça peut être dangereux pour les usagers de la route et puis pour nous aussi qu'intervenants. Donc on essaye de tout faire en sécurité. C'est leur première mission, identifier les menaces potentielles pour les membres de l'équipe. Un souvenir de janvier 1999 rappelle à tous que tout peut arriver à tout moment. On préparait nos cordes quand on a entendu un grand bruit. Le sol a vibré et on s'est jeté de l'autre côté. On s'est accroché aux arbres et puis on a attendu que ça finisse. Après chaque pluie, des tonnes de roches instables, en surplomb, menacent de tomber. On peut dire que vous avez eu la peur de votre vie? Oh oui. Ce matin, l'opération s'annonce plus délicate que les jours précédents. Impossible de transporter ces poteaux autrement qu'en hélicoptère. Allez, c'est parti. Ces poteaux vont permettre à l'équipe d'installer tout au long de la falaise des filets anti-chute. C'est Geoffrey qui assure la liaison avec le pilote. On lui fait un plan de vol d'entrée. Donc en bas, il sait combien il a de charge et dans quel ordre il doit les envoyer. Et moi, je suis en contact direct par liaison radio avec lui. Les conditions météo sont bonnes. La veille, le vent et la pluie avaient obligé le report de l'hélitreuillage. On peut commencer à descendre. Cela fait des semaines qu'il prépare cette opération. A priori, tout a été vérifié. La moindre erreur pourrait compromettre le chantier et mettre les hommes en danger. Faites gaffe qu'il y a les rouleaux là, alors... Premier poteau posé sans difficulté. Il en reste encore 7. La vigilance est totale. Impeccable. Faut plus rester là, faudrait aller là-bas. Sinon on va être superposés. L'équipe doit bouger et se rendre quelques mètres plus loin à l'abri d'une chute éventuelle de pierre. La sécurité reste la priorité pour Geoffrey, qui s'aperçoit alors que le socle pour accrocher le poteau suivant n'est pas bien fixé. Qui c'est qui a fait ça? Il faut au plus vite réagir avant que l'hélicoptère ne revienne avec sa nouvelle charge. Oh! L'hélicoptère s'éloigne. On peut commencer à descendre. Au total, ce sont pas moins de 14 poteaux qui seront installés, soit 300 mètres environ de barrières anti-chute de pierres et de rochers. D'autres chantiers les attendent. Au rythme du changement climatique, ils ne risquent pas de chômer. Héliportage fini. Geoffrey, ça s'est bien passé? Oui. Impeccable. Il y a beaucoup de travaux après les tempêtes, les inondations et tout ce qui est risque naturel, quoi. C'est le quotidien. Bon, on va aller se boire le café quand même. Oui, chef. Les usagers de la Nationale 116 ne voient jamais le travail de ces cordistes payés à peine plus que le SMIC. Sans eux, la route ne serait pas praticable tout au long de l'année.
Sur la totalité du tronçon, il y a une dizaine de points critiques. Jean-Hugues Voss sait qu'il s'agit d'un chantier permanent et coûteux. Depuis le passage de la tempête Gloria, son service a financé pour 15 millions de travaux supplémentaires. Son budget a été multiplié par 4 en 2020. Et on comprend mieux cet investissement quand il nous emmène à Soto. Ici, il faut s'imaginer qu'au moment de Gloria, tout le massif là, se met en mouvement et vient littéralement exploser la route. Sur une centaine de mètres, le bitume est sans dessus-dessous. C'est un canal d'irrigation situé un peu plus haut qui a cédé lors de la tempête. Les équipes de la 116 ont réagi dans l'urgence pour réparer ce tronçon. La route a été fermée pendant 3 mois. En réaction à ça, on fait d'énormes travaux, 8 millions d'euros de travaux pour sécuriser, réancrer, protéger. Et puis, en parallèle de ça, on a lancé des études pour voir comment demain, on essaye de faire que ça ne se reproduise pas. Pour l'instant, on a sécurisé. Pour les poids lourds, le détour représente pas moins de 200 km de plus. Pour les autres véhicules, la déviation rallonge l'itinéraire de près de 3/4 d'heure. Dans la vallée, pour le transport de marchandises, il y aurait bien une alternative à la 116. C'est une institution dans la vallée et un trésor du patrimoine local, le petit train jaune. Depuis le début du XXe siècle, il sillonne les hauts plateaux des Pyrénées-Orientales. Certains élus considèrent que le chemin de fer pourrait alléger le trafic sur la 116. Mais la SNCF refuse cette idée qui pourrait pourtant permettre au petit train de continuer ses allers-retours jusqu'à Montlouis, Font-Romeu et les autres stations pyrénéennes. Des stations de ski qui commencent à souffrir du dérèglement climatique. Nous sommes à Portet-Puymorin. Les structures d'accueil ont été abandonnées. Le climat impose sa loi. Ici, on pratique désormais le ski de randonnée ou, plus original, l'activité chien de traîneau. Chaque année, Sylvain le musher prend de la hauteur. À certaines périodes de l'hiver, il passe de 1500 à 2000 mètres d'altitude. Seul endroit qui dispose de conditions optimales pour la pratique de son activité. Bon, alors aujourd'hui, vous allez conduire les traîneaux, tirés par 3 petits huskies sibériens. Alors, c'est pas des très gros chiens, mais leur légèreté leur confère leur endurance. Le fait qu'ils soient ou sur pattes allongées va leur conférer leur vitesse. Chaque hiver, dès qu'il le peut, il emmène ses clients ici. Les chiens, ok, flash, ok, allez, flash, devant, allez. Il reconnaît chacun de ses chiens, une meute composée essentiellement de huskies de Sibérie. Ils peuvent supporter des températures extrêmement basses. Certains d'entre eux ont dormi dehors jusqu'à lui là-bas, moins 45, il a déjà connu à la Belle Étoile, quand j'étais en Finlande. Sinon après, en termes de chaleur, on peut les faire tracter jusqu'à une quinzaine de degrés. Avec des hivers plus doux, prévus dans les prochaines années, la question de la survie de son activité professionnelle se pose. Pour le moment, il a toujours réussi à s'adapter. L'an dernier, j'ai fait une centaine de jours, parce que j'ai la chance d'avoir cette piste à 2000 mètres d'altitude. Par contre, les confrères qui sont à 1600, 1700 mètres, ceux qui s'en sont le mieux tirés ont fait une semaine, 10 jours. Sylvain tire son épingle du jeu. Il sait qu'il doit profiter le plus possible de ses journées de rêve. Dès que ses chiens se mettent en action, il fait entrer ses clients dans un autre monde, plus sauvage, où seuls les aboiements de la meute viennent perturber le silence de la nature. Et c'est vrai que l'enneigement est plus que j'ai connu dans mes débuts. Quand j'écoute des vieux collègues, c'était sur les endroits à 1200 mètres.
1300 mètres. Et ils avaient de la neige tout l'hiver. Dans ces espaces qui paraissent vierges, Sylvain s'est repéré le moindre indice qui n'augure, hélas, rien de bon. La neige qui est un peu rougeâtre par endroits, ça a été de la pluie qui a amené du sable du Sahara. Quand on regarde bien de près, on distingue vraiment les grains. La neige, comme elle est blanche, elle n'absorbe pas la chaleur solaire. Par contre, dès qu'elle est un peu foncée comme là, elle absorbe la chaleur solaire et ça accélère la fonte. D'ailleurs, on voit bien une différence de consistance entre là où c'est blanc et là où c'est rose. Elles font beaucoup plus vite. Bah, c'est sûr que c'est pas pratique. Si on ne reprend pas une couche de neige par-dessus, ça pourrait nous ralentir la saison. Sur les 10 dernières années, j'ai dû le voir 4 ou 5 fois, mais jamais avec une telle intensité. À chaque sortie, Sylvain n'oublie jamais un rituel, un geste qui le lie viscéralement à chacun de ses huskies. Vous les félicitez toujours? Toujours. Toujours. C'est important pour eux, important pour moi. Ça leur montre que déjà, ils savent que du coup, le tour est fini. Que là, ils vont pouvoir se reposer, se relâcher. Et puis, faut garder un lien très fort. Parce que bon, comme tu as vu, on va quand même dans des endroits assez isolés, assez pentus. Donc s'il n'y a pas un lien très fort entre eux et moi, il peut arriver n'importe quoi. C'est un métier que vous pensez faire encore longtemps? J'espère jusqu'à ce que j'y arrive plus. Vous n'avez pas peur qu'il n'y ait plus de neige bientôt? On s'adaptera, on mettra des roues, on ira s'installer dans le Grand Nord, on verra. Dernière étape de notre voyage dans les Pyrénées-Orientales, la petite station de Puy-Valador. Comme chaque matin pendant les vacances scolaires, Julien Sabartès ouvre la seule boutique de la station. Il est 9 h du matin. Natalia, sa compagne, le rejoint. Ça va? Il faut ouvrir la caisse. Ok. Natalia est la seule salariée de la station. J'ai juste préparé. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Julien, lui, continue ses activités de géomètre car leur petite entreprise ne fait que démarrer. Natalia est russe. Elle s'est très vite adaptée à son nouveau mode de vie. Mais après, ce qui est bon à Puy-Valador, c'est qu'il n'y a pas de commerce, il n'y a pas beaucoup de voitures, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc là, à la station, vous êtes vraiment tranquille. Voilà, c'est bon, vos casques sont là, tout est bon. Pour le couple, c'est le début d'une nouvelle ère avec une histoire et un modèle à construire. Là, je prépare les snooks de rando, les snooks touring. Donc à la montée, on monte avec des pots de phoque. Et à la descente, les deux skis, on les superpose. On va venir installer une selle et après, la descente se fait un petit peu... C'est similaire à de la luge, on peut associer ça à de la luge. Une nouvelle activité qui en appelle d'autres. On essaye de proposer des choses différentes, des choses que les autres stations de ski ne font pas ou ne font plus. Leur idée, une station 4 saisons où les enfants et la famille peuvent pratiquer ensemble d'autres sports. Mais là, on est dans notre cible de clientèle, clientèle familiale, vraie station familiale, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se dit station familiale. Là, c'est ce qu'on veut faire, voilà, partager en famille, parents, enfants, et tout le monde pratique les loisirs ensemble. Et une petite satisfaction, parce que notre modèle est un petit peu critiqué, on nous prend peut-être un peu pour des farfelus, mais je pense qu'à terme, ça va fonctionner, quoi. Quand on voit le monde qu'on a là, je pense que ça va fonctionner. On vous prend pour quoi? Des farfelus. Pourquoi? Je sais pas, reprendre une station de ski, c'est vrai que c'est quand même assez exotique. Parce qu'en ce moment, on enferme plus que ce qu'on en ouvre. Les remontées mécaniques sont hors service. Il faudrait près de 600 000 € pour les relancer.
Disons que l'enneigement est plus aléatoire. Donc il y a des années, on va avoir de bons enneigements, mais en gros, on va dire qu'une année sur deux, c'est assez compliqué. Dans ces conditions, pour Julien, pas question d'investir une telle somme. D'autant que l'ancien modèle a montré ici qu'il n'était plus adapté. D'où cette envie de transformer la station avec de nouvelles propositions pour les 1200 personnes qui possèdent ici un chalet ou un appartement. Il y a la belle vie ici. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pour ça qu'on est là. On a la chance de choisir l'endroit où on vit. Ben avec Natalia, là, en réfléchissant à ce qu'on pourrait faire, parce qu'on voulait faire quelque chose, un espace thermoludique, on a pensé aux bagnas qui sont importés de Russie. Donc c'est des cottages privatifs où vous venez passer quelques heures au sauna et c'est, voilà, vous retrouvez en famille. Donc c'est quelque chose de à la fois convivial et c'est du bien-être. Un bien-être qui commence par eux-mêmes. Natalia, qui au départ se posait des questions, aujourd'hui, elle se dit prête à déplacer des montagnes. À la fin de la saison dernière, je me disais que c'est quand même compliqué, il y a beaucoup de soucis. Et après, c'était l'été, on se reposait un peu. Et en automne, j'attendais le début de la saison parce que ça me plaît d'être là, ça me plaît d'aider les gens, de les conseiller, d'être présente, d'être souriante. Voilà, c'est ma vie, je l'adore. J'aime la France, j'aime le ski et j'aime Julien. Et vous êtes aussi farfelu que lui? Oh, un peu, c'est ça, parce que sinon on n'aurait pas repris la station. Pour le moment, lors des vacances scolaires, les familles cautionnent leur choix. À terme, ils comptent bien employer une dizaine de personnes à l'année.